Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce TD numéro 2 à distance de découverte de l'entreprise. Dans ce TD, nous allons nous intéresser à la fonction de production. Commençons par le document 1 intitulé La loi des rendements décroissants. Le petit texte prend l'exemple d'une exploitation agricole gérée par Georges et Martha. Deux facteurs de production sont utilisés dans cette exploitation agricole, la terre et le travail. La terre est ici un facteur de production fixe. Georges et Martha ne peuvent pas, pour l'instant, sur le court terme, agrandir la taille de leur exploitation en achetant le terrain du voisin par exemple. En revanche, ils peuvent décider de faire varier la quantité de travail. Ils peuvent décider du nombre de travailleurs qu'ils embauchent pour travailler sur leur exploitation. Le facteur travail est donc un facteur de production variable. On a un tableau à compléter. C'est la première question. Ce tableau est composé, comme vous le voyez, de 3 colonnes. La première colonne correspond au nombre de travailleurs qu'embauche le couple Georges et Martha sur leur exploitation agricole, de 0 à 8 travailleurs. La deuxième colonne indique la production totale de blé. Pour 0 travailleur embauché, on a une production de 0 boisseau de blé. Pour un travailleur embauché, la production s'élève à 20 boisseaux de blé. Pour 2 travailleurs, on a 45 boisseaux de blé de production. Et ainsi de suite. On nous demande de compléter la troisième colonne du tableau qui correspond, comme vous le voyez, au produit marginal du travail. Alors le produit marginal, c'est la quantité supplémentaire de production qui découle de l'utilisation d'une unité supplémentaire de facteurs de production. La question qu'on se pose ici, c'est quelle quantité de production supplémentaire apporte un travailleur de plus. Quand on passe de 0 à 1 ouvrier agricole, on voit que la production totale passe de 0 à 20 boisseaux. Donc, un travailleur apporte 20 boisseaux de plus. Quand on passe de 1 à 2 salariés, on passe de 20 à 45 boisseaux de production totale. Donc le deuxième travailleur apporte 25 boisseaux de plus. Quand on passe de 2 à 3 salariés, la production totale passe de 45 à 75 boisseaux. Donc le troisième travailleur apporte 30 boisseaux de production supplémentaires. Et ainsi de suite. On peut compléter la troisième colonne du tableau en faisant une simple soustraction. Deuxième question, tracer la courbe du produit marginal du travail. En abscisse, on mettra le nombre de travailleurs. 2 carreaux est égal à 1 travailleur. Et en ordonnée, la production en boisseaux avec 4 carreaux est égal à 10 boisseaux. La difficulté de représenter la courbe de produit marginal se trouve dans le fait de placer les points. Parce que chaque valeur se situe entre les lignes. Entre 0 et 1 travailleur, entre 1 et 2 travailleurs, entre 2 et 3 travailleurs, et ainsi de suite. Donc comment représenter cela sur le graphique ? Comme on a dit qu'en abscisse 2 carreaux est égal à 1 travailleur, on va placer le point au niveau du premier carreau. Cela matérialisera le passage à 1 travailleur supplémentaire. Comme cela, on peut tracer la courbe de produit marginal à main levée. La troisième question nous invite à décrire l'évolution du produit marginal. On peut voir que dans un premier temps, le produit marginal augmente au fur et à mesure que Georges et Martha embauchent des travailleurs. Le produit marginal augmente jusqu'au 4e travailleur. Puis, une fois qu'on embauche le 5e travailleur, le produit marginal diminue. C'est ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Toutes choses égales par ailleurs, le volume du capital reste en fixe, ici le facteur terre reste en fixe. Si l'on accroît de manière continue la quantité utilisée de travail, il arrive un moment où les suppléments de production obtenus se réduisent. Le produit marginal diminue. Il existe même un stade où il y a vraiment trop de travail par rapport au volume du capital ou de la terre ici. Un phénomène de gêne peut même apparaître. Le produit marginal peut même en théorie être négatif. Les travailleurs supplémentaires font alors baisser la production.
Passons maintenant au document 2 qui est un texte expliquant la théorie des coûts de transaction. Ronald Coase distingue deux modes de coordination et c'est la réponse à la première question. Certaines activités sont réalisées par l'entreprise, d'autres sont réalisées par le marché. Si elles sont réalisées par l'organisation, donc par l'entreprise, on parle d'intégration. Si elles sont réalisées par le marché, on parle d'externalisation. La question que se pose Coase est « faut-il faire soi-même ou faire faire ?» Pour répondre à cette question faire ou faire faire, Coase va expliquer qu'il existe des coûts de transaction sur le marché. En plus du prix du produit, si l'on passe par le marché, il y a des coûts de transaction. Il faut prospecter les prix, rechercher l'information sur la qualité du produit, négocier le contrat, contrôler la bonne réalisation du contrat. Donc c'était la réponse à la question 2. La question 3 nous demande d'expliquer la phrase soulignée. Selon les cas, il est plus avantageux de passer par le marché ou par la firme. Cela signifie que l'entreprise va comparer les coûts pour faire son choix entre faire et faire faire. Si elle fait elle-même, si c'est donc de l'internalisation, l'entreprise va embaucher un salarié ou plusieurs salariés qui en échange d'un salaire subiront une relation de subordination. Donc ils seront soumis à une hiérarchie. Si l'entreprise décide de faire faire, de passer par le marché, par l'externalisation, les coûts correspondent au prix du produit, augmentés des coûts de transaction. Donc l'entreprise va comparer les coûts associés à chacun des modes de coordination et choisira le moins coûteux. Le document 3 s'intéresse à l'organisation scientifique du travail. C'est un texte datant de 1911 de Frederick Wilson Taylor, l'un des inventeurs de l'organisation scientifique du travail. Que signifie l'expression « travail à la traîne » ? C'est la première question. Taylor, dans son œuvre, appelle cela aussi le problème de la flânerie systématique. C'est-à-dire que dans les usines, les ouvriers ne travaillent pas autant qu'ils le pourraient. Comment s'explique ce type de comportement ? Deux raisons sont évoquées par Taylor dans le texte. Premièrement, les ouvriers ont la conviction qu'un travail supplémentaire ne leur apporte rien. Pire, qu'en travaillant plus, avec plus d'entrain et de zèle, cela entraîne des licenciements, du chômage. Deuxièmement, le travail à la traîne provient de mauvaises traditions de métier. Chaque travailleur a sa façon d'exécuter une tâche, une façon qu'il a apprise par l'observation, par l'expérience, sur le tas. Que propose, et c'est la troisième question, que propose Taylor concernant l'organisation du travail ? Première solution de Taylor, le meilleur connaisseur du travail de l'ouvrier n'est pas l'ouvrier lui-même. Il faut donc retirer l'initiative à l'ouvrier et la confier à la direction. Plus précisément, le bureau des méthodes, le bureau où l'on pense, comme l'appelle Taylor, va remplacer les bonnes vieilles méthodes empiriques par la définition scientifique du travail. Deuxième solution, ce bureau des méthodes va définir de manière scientifique la meilleure et seule façon de produire. The one best way en anglais. L'idée est pour chaque tâche de décomposer de la manière la plus poussée possible les gestes. Cette organisation scientifique du travail permettrait selon Taylor une augmentation de la productivité. Enfin, le dernier document présente les critiques du Taylorisme, de l'organisation scientifique du travail. La première critique est formulée par l'École des relations humaines de Elton Mayo. L'organisation scientifique du travail débouche sur le travail à la chaîne. Avec le Fordisme, elle s'accompagne aussi d'une augmentation des salaires qui permet d'avoir une main-d'œuvre disciplinée et fidèle, qui permet d'éviter l'absentéisme et le découragement des salariés. L'École des relations humaines nous dit que l'argent, les augmentations de salaire, ne sont pas les seules motivations des salariés. Les salariés s'investissent dans leur travail aussi s'ils se sentent reconnus, s'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Ce sont des motivations d'ordre symbolique. L'organisation scientifique du travail, le travail à la chaîne, démotive les salariés par sa monotonie.
Elle ne permet pas de développer la reconnaissance des salariés ou leur épanouissement. Et donc, cette organisation perd en efficacité. Deuxième critique adressée au Taylorisme, c'est une critique non pas théorique, mais concrète. Se sont développées d'autres formes d'organisation du travail concurrentes au Taylorisme. Le toyotisme, développé dans les usines Toyota par l'ingénieur Taishi Ohno, se fonde sur le concept d'équipe autonome composée de salariés polyvalents et non pas spécialisés dans une seule tâche. Le toyotisme comprend aussi 5 zéros. Zéro défaut, c'est-à-dire une fabrication sans faille. Zéro panne, c'est-à-dire une maintenance préventive. Zéro délai, c'est-à-dire un flux continu de produits. Zéro stock, on appelle cela une production à flux tendu. Et enfin, zéro papier, c'est-à-dire une réduction des opérations administratives. La gestion à flux tendu s'oppose à la gestion traditionnelle. Dans la gestion traditionnelle, la production repose sur une anticipation de la demande. Au contraire, la gestion à flux tendu implique le principe du juste à temps. La production doit être égale à la demande à tout moment. Donc le stock n'est plus une nécessité, mais un défaut dans la circulation des flux de produits et de matières au sein de l'entreprise. L'objectif est d'accélérer la circulation des flux. La logique est donc inversée. C'est du pilotage par l'aval. La production est déclenchée par la réception d'une commande de la clientèle. Autre critique du Taylorisme, la direction par objectif. Ce type de management consiste à fixer des objectifs aux salariés et ceux-ci sont assez libres de choisir les moyens pour atteindre ces objectifs. Cela permet d'impliquer les salariés dans leur travail. Enfin, la dernière critique est en fait un constat. Le travail à la chaîne a provoqué, notamment à partir des années 1960 et 1970, des contestations de la part des ouvriers et du mouvement ouvrier. C'est la critique des cadences infernales, de la dégradation des conditions de travail. Et voilà, c'est fini pour ce TD numéro 2 de Découverte de l'entreprise.